Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'expérience client. Je suis Claire Morel, journaliste spécialisée dans les sujets de l'expérience client et je suis ravie d'animer cette 4e saison. Alors je vous propose d'aborder les enjeux de l'IA en matière d'expérience client à travers les expertises de Majorel, Eloquent et CFDP. Comme nous l'avons évoqué lors du premier plateau en compagnie de Zendesk et Axialis, l'IA et plus récemment l'IA générative suscite beaucoup d'engouement auprès des entreprises et notamment des directions de l'expérience client. Côté collaborateurs, l'IA représente un véritable atout. Cette technologie leur permet de gagner du temps, d'accéder à de nombreuses informations, de voir certaines tâches simples réduites ou supprimées. Dans l'univers de l'expérience client, on les appelle les agents augmentés. En quoi ça consiste et quels sont les avantages de l'IA pour l'avenir? C'est ce que nous allons voir avec mes invités. Jean-Christophe Legendre, vous êtes directeur de l'innovation chez CFDP. Bonjour. Absolument, bonjour. Frédéric Canvet, chef de projet marketing opérationnel et product manager bots chez Eloquent. Merci, bonjour. Et Jérémy Lecomte, responsable analytique et data science chez Majorel. Bonjour Claire. Alors on va commencer par un premier tour de table, si vous pouvez présenter vos entreprises respectives. On commence avec vous, Jean-Christophe. Si vous voulez. Donc CFDP Assurance, c'est une compagnie d'assurance de protection juridique. Alors très concrètement, sans parler trop de chiffres dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est que quand un client vient vers nous, c'est qu'il a un problème. Notre assuré, il a un problème d'ordre juridique. Et ce sont souvent des professionnels qui s'adressent à nous, puisque c'est essentiellement notre marché. Et donc, il va venir vers nous pour s'informer sur un terrain juridique, se faire accompagner dans la résolution de son conflit, de son litige, et le cas échéant, si ça doit venir devant les tribunaux, eh bien, on va l'accompagner financièrement devant les tribunaux. Voilà très concrètement ce qu'est notre métier. Donc, assez naturellement, on s'est intéressé à l'intelligence artificielle pour améliorer cette expérience client. Tout cela se fait dans un cadre, le cadre d'une compagnie d'assurance dite de taille moyenne, puisque nous sommes 225. Nous avons franchi la barre en 2023 des 80 millions d'euros de primes. Avec une croissance de 6% environ, 5-6%, c'est ce que nous réalisons à l'année. Dans un marché qui est un marché de niche dans l'assurance, puisque la protection juridique pesait, j'ai les chiffres de 2022, pas encore de 2023, 1,8 milliard de primes, avec une vingtaine d'acteurs. Voilà, et on a deux particularités, peut-être trois. La première, c'est l'indépendance, puisque nous sommes indépendants de tout groupe d'assurance. La deuxième, c'est que nous sommes en proximité. Nous existons sur 30 sites en France avec une succursale en Belgique. Et puis là, on peut aussi parler d'innovation sociale parce que l'innovation, ça n'est pas que la techno, c'est aussi l'innovation sociale. En tout cas, on doit s'y intéresser, l'un nourrissant l'autre d'ailleurs. Mais voilà, l'originalité, c'est que nous détenons une partie significative de notre capital, du capital de la compagnie, avec nos intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance qui commercialisent nos produits. Donc voilà en quelques mots ce que c'est que la protection juridique et ce que nous y faisons depuis 1945. Parfait. Alors Frédéric, est-ce que vous pouvez nous présenter Eloquent? Alors c'est très facile, nous sommes éditeurs de logiciels, en particulier de centres de contact et de mesures de la satisfaction client et collaborateurs. On est plus d'une centaine de collaborateurs en France et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de clients dans le domaine de l'assurance mutuelle et de la banque. En particulier, on a par exemple la Massif, AG2R La Mondiale, la Maïf, on a la MNT, etc. Et avec ces clients-là, justement, on les aide à faire une bonne expérience pour leurs clients, mais également pour leurs collaborateurs, et faire en sorte que les personnes qui appellent au centre de contact, qui envoient un email, aient vraiment une très bonne expérience et une réponse rapide et efficace, tout simplement. Jérémy, on finit par vous, Majorel. Oui, c'est un très bon rebond sur l'exemple précédent. Majorel, c'est un prestataire de services dans le monde de la relation client. On a un des principaux acteurs mondiaux. En termes de chiffres, globalement, c'est 40 pays couverts et 80 000 collaborateurs, donc qui répondent au téléphone et aux différents canaux de contact quand vous cherchez à joindre les services clients. Donc bien sûr, on traite le domaine de l'assurance, mais également les énergéticiens, les telcos, voilà, le service client sur les grandes marques françaises et internationales, sur du marché français, mais aussi anglais, avec différentes plaques géographiques. Et donc dans ce domaine de la relation client, l'IA, on a pris le tournant de l'IA et ça fait partie des enjeux phares dans l'évolution des parcours clients et le discours collaborateur. On va échanger dessus avec plaisir. Très bien, oui, effectivement. Alors justement, on commence par vous, Jérémy. Dans la globalité, quels usages concrets peut-on faire de l'IA et de l'IA générative ?
Alors aujourd'hui, l'IA générative, effectivement, c'est un nouveau tournant dans l'expérience client. Aujourd'hui, le métier historique de Majorel, c'est des collaborateurs qui vont répondre aux besoins clients. Donc dans le domaine de l'assurance, c'est des assurés on génère des sinistres. Aujourd'hui, c'est comment l'IA générative va permettre d'optimiser le traitement de ces irritants clients, de la gestion de sinistres, et c'est quels outils technologiques vont être mis à disposition des collaborateurs pour ce que nous, on va appeler en fait demain l'agent augmenté. Aujourd'hui, le collaborateur et le téléconseiller est au cœur du dispositif, mais on doit digitaliser les parcours, innover sur l'expérience client, et l'IA va nourrir tout ce parcours. Donc il y a des cas d'usage qui sont aujourd'hui très concrets pour automatiser des tâches simples, des réponses à des emails avec des bases de connaissances qui sont alimentées par le NLU, les modèles de langage, où on va pouvoir générer du contenu. Voilà. Aujourd'hui, l'IA générative, c'est cette surcouche de génération de contenu, de réponses, d'argumentaire pour aider l'agent dans son traitement quotidien et sa proactivité. Parfait. Du côté des assurés, en quoi l'IA peut être considérée comme un atout, Frédéric ? Alors en fait, nous, au niveau du centre de contact, quand on fournit des outils à nos clients, bien sûr, on a le téléphone, l'email comme d'habitude. L'IA, en fait, va apporter une couche supplémentaire et un petit service en plus qui mettra en valeur l'entreprise, mais également aidera le client. Alors la première chose que l'on voit et que l'on observe, c'est tout simplement de pouvoir traiter de manière automatique les interactions à faible valeur ajoutée. Par exemple, vous avez déjà eu un dégât des eaux, vous avez déjà eu un problème, il faut attendre que le centre de contact soit ouvert, que vous ayez une personne au téléphone, vous déclarez un petit peu ce que vous avez à faire. Donc c'est un petit peu long, mais en fait, il n'y a pas tellement de valeur là-dessus parce qu'après, vous serez appelé par un gestionnaire sinistre. Ce qui est plus intéressant, c'est proposer 24 heures sur 24 à un callbot ou à un chatbot de pouvoir prendre cette demande-là qui sont ensuite traitées par une personne. Donc, plus de problèmes d'ouverture, d'horaire de bureau, vous le faites 24 heures sur 24. La deuxième chose qui est intéressante, c'est également se dire, moi en fait, je voudrais tout simplement gérer les pics d'appels. Et ça, dans le domaine de l'assurance, par exemple, avec la carte de tiers payant, c'est très bien qu'il y a des moments de l'année où il y a un pic d'appels et il faut aider et soulager les conseillers parce qu'ils ne peuvent pas gérer ce flot. Et donc, le callbot peut arriver comme ça en complément pour traiter ces demandes qui ont finalement assez peu de valeur ajoutée. Et le troisième point, je dirais, c'est également aider à orienter bien les appels, puisqu'on voit toujours qu'avec les SVI classiques, le taper 1, taper 2, taper 3, les personnes ne vont pas au bon endroit. Et avec un callbot, on va pouvoir traiter cette demande et l'orienter. On va envoyer le message à la bonne personne, mais surtout, en fait, le conseiller, quand il va ouvrir la fiche, il verra déjà la conversation, donc ce qui fera gagner un petit peu de temps. Voilà. Très bien. Frédéric, en ce qui concerne le travail des agents, qu'est-ce qu'on peut dire justement ? En quoi ça... Alors, ça rejoint un peu ce que Jérémy a expliqué tout à l'heure, les agents augmentés. C'est quoi la valeur ajoutée finalement de l'IA par rapport à leur travail aujourd'hui ? Alors moi, je verrais déjà 3 applications concrètes. La première, et qui est la plus évidente, c'est essayer de faire gagner du temps aux agents. La première chose, si vous avez déjà été dans un centre de contact, vous avez déjà vu comme moi que les agents, ils prennent les appels tout le temps. Et puis en fait, une fois qu'ils ont fait leur travail, ils font leurs petits commentaires, le compte rendu. Et si vous avez déjà lu des comptes rendus, vous voyez que c'est des abréviations, des choses qui ne sont pas très claires parce qu'en fait, ils ont besoin de saisir quelque chose très 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 rapidement. Avec l'intelligence artificielle, et en particulier l'IA générative, on va pouvoir résumer la conversation, proposer ce résumé aux agents, et en fait, ils ont juste à le copier-coller, ajouter quelques informations personnalisées, parce que parfois, on veut rajouter des petits trucs en plus qui sont plus importants, et ça leur fait gagner vraiment du temps, ce qui permet de traiter plus de demandes. Ça, c'est la première chose. Je dirais aussi qu'il y a une chose importante, c'est tout ce qui est analyse. Toute cette richesse de ces commentaires, de ces résumés, on va pouvoir les récupérer au niveau du service client, du service marketing, pour détecter s'il n'y a pas des petits problèmes dans le parcours client, s'il n'y a pas des petites choses à améliorer, des irritants. On pourra également travailler au niveau du quality monitoring, c'est-à-dire se dire, est-ce que la personne s'est bien présentée, elle a bien dit son nom, prénom, est-ce qu'elle a bien mis la musique d'attente entre les appels, est-ce que s'il y a eu quelque chose, un contrat, quelque chose qui a été vendu, est-ce qu'on a fait quelque chose au niveau des mentions légales. Ça, c'est vraiment important. Et ça permet de gagner du temps aux agents et aux personnes qui vont écouter ces appels. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Après, bien entendu, on peut aller aussi travailler sur la priorisation, puisqu'en fait, avec les outils d'IA générative, on va pouvoir très bien prendre les emails qui arrivent au centre de contact, dire attention, cet email-là, il est important, c'est quelqu'un qui dit je veux résilier, je suis mécontent, etc. On le fait monter en haut de la pile, et comme ça, en fait, il sera traité en priorité.
Très bien. Alors, on parle souvent du remplacement des humains par l'IA. Voilà, c'est un vrai sujet actuellement. Majorel, c'est un acteur dont le métier repose à la fois justement sur l'humain et la technologie. Oui. Quelle est votre vision à ce sujet-là, justement ? Aujourd'hui, l'humain reste au cœur du dispositif. Voilà, c'est une entreprise humaine. Le collaborateur est au quotidien en relation avec les assurés. L'objectif de notre direction transformation, innovation, c'est de donner des outils, mais l'humain reste au cœur du dispositif. Ce qui remonte dans les différentes enquêtes, c'est qu'aujourd'hui, les assurés, le français reste attaché à l'humain, au nurturing, à la voix. Il faut garder cette proximité avec les marques, avec le contact. Et c'est pour ça qu'on croit toujours en l'humain. Par contre, l'IA doit être un outil qui aide à la productivité, comme on dit, au quality monitoring, à la gestion de bout en bout. La sinistralité, c'est des traitements complexes qui prennent du temps. La résolution des sinistres, ça entraîne des dédommagements, il y a des coûts. On sait que l'assuré a besoin de pas uniquement parler de la machine et avoir toujours des réponses automatiques. Et c'est pour ça que l'humain doit garder une partie prenante de ce dispositif, avoir toujours une légitimité en termes de qualité et de compréhension des processus, parce que l'assurance, c'est aussi des processus très je veux dire, cadrés, structurés. Il faut répondre à des normes. Et donc, l'humain reste au cœur du dispositif. Mais on peut faciliter son travail par effectivement de la synthèse de contenu. Les moteurs de recommandation, on parle de l'ancienne IA, j'ai envie de dire, mais recommander la bonne offre à la bonne personne en fonction des besoins du moment, des irritants du moment, c'est d'anciens cas d'usage, mais qui restent d'actualité. Le bénéfice de l'IA générative, c'est qu'on peut maintenant synthétiser ces anciens insights, mais l'IA est toujours là. La donnée est au centre de ce processus et il faut que effectivement les agents prennent conscience de cette transformation. C'est une courbe du changement qui est importante. L'IA générative, voilà, ça fait une année qu'on en parle beaucoup. Ça commence à accélérer quand même fortement chez les entreprises, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et effectivement, le collaborateur doit faire partie de ce dispositif. C'est vraiment un parti pris fort de garder l'humain au cœur du dispositif. On parle souvent aussi des émotions. L'humain, le contact téléphonique, on est dans l'émotion, dans la réactivité, il y a de l'empathie. Demain, peut-être que la machine arrivera à retranscrire tout ça. On n'y est pas encore, ça va venir, bien sûr, la transformation est en marche, mais en tout cas, l'humain garde vraiment son importance. C'est le garant de la gestion des émotions, justement, et heureusement, d'ailleurs, on verra demain, mais en tout cas... Moi, ça me rassure que, pour le coup, chacun garde sa place. Il y avait, tout à l'heure, on a fait un plateau avec Zendesk, ils ont sorti une étude, et on sent quand même une réticence de la part des agents par rapport à l'IA, peut-être parce que, voilà, ils ont un peu peur, justement, d'être remplacés par ces robots dont on parle, etc. Oui. Un mot, justement, Frédéric, sur ce sujet-là. Alors, peut-être qu'il y a un problème de communication, de formation, que ça arrive tout juste, on ne sait pas encore très bien, il y a peut-être un flou encore à ce sujet. Oui, en fait, c'est un petit peu comme à l'époque des chatbots un petit peu classiques. Les gens se disaient, ben voilà, le chatbot va prendre mon travail. Sauf qu'on se rend compte qu'on est en complémentarité. Et nous, en fait, ce qu'on invite nos clients à faire, c'est en fait d'analyser les interactions en utilisant 4 niveaux d'interprétation. Le premier niveau, ce sont toutes ce qui sont interactions polluantes. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un appel, mais qui ne doit pas être traité par moi ou qui doit être réorienté. Typiquement, je suis une grande marque, c'est un appel qui arrive, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour le courtier, etc. Donc à ce moment-là, je ne vais pas le traiter moi-même et faire un renvoi. Non, je vais prendre l'intelligence artificielle et je vais transférer à la bonne personne. Donc ces interactions polluantes, il faut les supprimer et pas les traiter, ça ne sert à rien. Deuxième chose, ce sont les interactions automatisables. Ce sont des actions qui n'ont pas vraiment d'intérêt à être traitées par une personne parce que c'est du clic-bouton. Dans ces cas-là, il vaut mieux le traiter par une IA. Par exemple, si je veux récupérer mon mot de passe pour accéder à mon espace client, voilà, parce qu'on sait très bien que dans le domaine de l'assurance, on ne va pas tout le temps sur son site internet et donc il n'y a pas d'intérêt à le faire. Donc à ce moment-là, il vaut mieux que ce soit une intelligence artificielle qui envoie un message, un lien, et à ce moment-là, je récupère mon mot de passe et je récupère mes informations en toute autonomie. Le troisième type d'interaction, c'est les interactions au contraire où il faut que l'humain soit là, qui ait de l'empathie, qui ait de l'écoute, il faut de l'émotion. Et là, justement, il faut garder ces interactions et que lors du transfert et de l'orientation par un bot, ça arrive à la bonne personne, qu'on ait les bonnes informations, ils sont capables de réagir là-dessus. Et là, en fait, c'est un travail de formation sur les équipes. On voit cette année, les formations sur la gestion des émotions, c'était vraiment ce qui était en pole position dans les formations qui ont été effectuées chez les assureurs.
Et bien sûr, lié à ça, le quatrième type, ce sont les interactions à développer. Comme on l'a vu précédemment, il y a des interactions polluantes et automatisables. Tout ce gain-là, on va le garder pour faire des appels, par exemple, proactifs. Il y a pas mal d'assureurs qui le font. Par exemple, des gens qui viennent de souscrire à un contrat et ils sont appelés 3 mois plus tard. Ou alors, quelques mois avant la fin ou le renouvellement, on appelle les personnes. Et ça, on le voit. Il y a certains de nos clients comme ça qui nous disent, en mettant en place ce genre de campagne-là, on a un taux de renouvellement qui est supérieur. Et des gens qui ne partent pas à la concurrence. Donc, c'est vraiment essentiel de développer ces appels et les gains de temps, les gains de productivité apportés par l'IA serviront à cela. Ça, je rebondis sur ce que vous disiez. À une époque, les assureurs, on souscrit le contrat, le contrat est en cours. Le jour où le client a un sinistre, éventuellement, il y a une interaction. Mais il y avait très peu, finalement, d'échanges entre l'assureur et son client. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de proactivité. Jérémy, est-ce que ça, vous l'observez justement de votre côté ? Aujourd'hui, le secteur assurantiel et la data est au cœur du dispositif, notamment dans le suivi de bout en bout du parcours client, le cycle de vie client qu'on va appeler en marketing globalement. C'est très important. C'est au cœur de notre dispositif, on va dire analytics chez Majorel aussi. C'est au cours du cycle de vie client, il va falloir effectivement coucouner, être proactif, communiquer par différents canaux. Et là, la data est très importante parce que tous les clients ne se ressemblent pas. Il n'y a pas les mêmes cycles de vie, les canaux privilégiés ne sont pas les mêmes. Et donc là, la data nourrit ces dispositifs d'IA, de data science. Maintenant, l'IA génératif génère le contenu supplémentaire, mais en tout cas, effectivement, la data reste au cœur du dispositif. Puis je rebondirai sur le point précédent aussi. Les agents sont un petit peu réticents sur cette évolution vers l'IA. Il faut aussi parler des assurés. Aujourd'hui, les études montrent qu'en France, sur l'IA génératif, il y a à peu près une personne sur deux qui a encore réticence à avoir des réponses automatiques, qui ne font pas confiance forcément aux réponses. Et de plus, il y a la question centrale qui est historique et aussi le RGPD. Les gens se posent la question de dire comment sont traitées mes demandes, où est stockée ma voix, pourquoi des machines répondent automatiquement. C'est aussi des enjeux très importants sur la protection de la donnée, la protection de l'assuré. Et c'est encore un petit frein qu'il faut aussi, de la part des marques, de la part des entreprises comme nous, auprès de nos propres clients, avoir ce discours de réassurance. Ouais, c'est vrai que nous, on le voit, à peu près 10% des gens, dès qu'ils parlent à un robot, ils raccrochent en fait. Et ils réappellent derrière en espérant repasser sur un agent. Personne. Voilà. Oui. Bon, après, nous, ce qu'on dit, c'est 2 interactions maximum et ensuite on passe automatiquement vers un agent. Après, effectivement, on en vient dans les sujets de réitération d'appels sur le service client qu'on connaît bien, c'est un autre sujet, mais on voit que le canal voix et l'humain, pour une grande partie encore de la population, reste importante. Alors Jean-Christophe, je me tourne vers vous. Vous êtes directeur de l'innovation au sein de CFDP, acteur de la production juridique, vous le disiez tout à l'heure. Avant de parler d'utilisation de l'IA au sein de votre entreprise, quels sont vos enjeux en matière d'expérience client ? Je pense que beaucoup de choses ont été dites que je rejoins tout à fait. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est assureur, mais on est au carrefour de l'assurance et du droit. Nos clients nous contactent pour avoir de l'information juridique aussi, pour déminer une difficulté qui pourrait advenir. Et ce que l'on veut, c'est lui permettre de mettre le curseur là où il a envie, entre la totale autonomie et le total accompagnement. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de chercher à faire, ce que vous avez très bien dit, l'équilibre, la recherche d'un équilibre, d'une harmonie entre la techno et l'humain. C'est-à-dire que la personne, que ce soit un chef d'entreprise, un particulier ou qui que ce soit, qui a un contrat d'assurance chez nous, qui cherche une information, il peut l'avoir de façon parfaitement autonome, donc obtenir l'information juridique qu'il recherchait, et puis s'en satisfaire ou ne pas s'en satisfaire. Et il se dit, ok, je sais que mon voisin, il n'a pas le droit de laisser pousser sa haie à plus de 2 mètres. Là, elle est à 1,80 m, je vais attendre un peu pour l'embêter et lui demander de la couper. Mais au moins, il a l'info. Et surtout, ce qui est important, et ce que l'on lui dit sur nos plateformes, c'est dès qu'il a besoin d'utiliser à des fins très concrètes de gestion de litige l'information qui lui a été fournie, c'est de basculer sur un juriste, puisque nous, notre population est essentiellement composée de juristes. Et donc, pour agir,
eh bien, il est indispensable qu'il se rapproche de l'un de nos juristes. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce curseur-là. Et puis, et ça ne dépend pas de la population. On ne peut pas dire un particulier, il veut absolument avoir un être humain au bout du fil. C'est un chef d'entreprise, un artisan, il peut avoir envie dans sa voiture le matin d'appeler, de tomber sur quelqu'un immédiatement parce qu'il n'est pas à l'aise avec la techno. Donc, il faut qu'on puisse aussi lui proposer ça. Chaque individu, véritablement, doit définir son propre besoin et on essaie de couvrir au mieux l'ensemble de ses besoins dans cette approche de questionnement juridique qui est donc notre métier. Mais surtout, ce qui est super important, c'est de pouvoir l'accompagner là où il en a besoin, dans la gestion amiable de son contentieux. Nous, on s'aperçoit que si on y parvient, en général, on lui fait gagner 5 fois plus de temps que s'il doit aller devant un juge. On connaît l'état de la justice en France, qui est meilleur que dans beaucoup de pays, mais qui est quand même très, très perfectible. C'est un service public qui n'est pas trop apprécié des Français. Donc, on sait quand ça commence, on ne sait pas trop quand ça finit. Et donc, nous, ce qu'on lui propose, c'est de l'accompagner justement le mieux possible, mais avec des gens dans la définition de sa problématique et le choix de la stratégie la plus adaptée pour parvenir à une solution amiable. C'est ce que les gens cherchent en général. Donc nous, notre baseline, c'est une société apaisée, des accords durables. Et ça, pour faire ça, on n'est pas dans quelque chose de très mécanisable pour le coup. Il faut des interactions humaines pour se dire la vraie problématique, c'est quoi ? Et très souvent, ce n'est pas juste une question d'application du droit, c'est aussi une question relationnelle. Et ça, l'être humain, là, aujourd'hui encore, est infiniment nécessaire pour sentir si le niveau d'agressivité de l'assuré ou de la partie adverse est élevé ou pas, et de transformer cette agressivité pour trouver une solution amiable. Et puis après, bien évidemment, on va l'accompagner devant les tribunaux, mais là, les choses nous échappent un petit peu, et la technologie doit aussi imprégner ce domaine-là. C'est l'un des souhaits exprimés par le ministre Dupond-Moretti. Il veut, d'ici 2027, diviser par 2 le temps des procédures en France. Oui. Donc c'est une belle ambition, et je croise les doigts pour qu'il y parvienne, pour que nous y parvenons. Enfin, en tout cas, nous, on prend on fait ce que l'on peut, puisque la profession, je le rappelle, gère 600 000 dossiers chaque année, plus de 2,5 millions d'informations juridiques, toute la profession, pas juste nous. Donc, ce qui veut dire qu'on absorbe une partie du contentieux français. Donc, c'est notre rôle sociétal aussi, qu'on peut exprimer comme ça. Alors justement, chez CFDP, vous avez intégré l'IA à travers un outil qui s'appelle Adelia. Vous allez nous en parler. Ça illustre plutôt bien ce qu'ont dit Jérémy et Frédéric auparavant, c'est-à-dire vraiment placer l'IA au bon endroit pour aider les juristes, notamment, qui sont en contact avec les assurés, etc., sans pour autant que ça prenne une place prépondérante, mais juste pour faciliter la vie à la fois des assurés et puis de vos agents. Du coup, en quoi consiste cet outil ? Vous avez bien compris, effectivement, puisque je dirais l'audace dont on a fait preuve, c'est de le mettre à disposition aussi de nos assurés. Donc, puisque nous, on est compagnie d'assurance, donc nous portons un risque et nous distribuons nos produits par l'intermédiaire de courtiers. Donc, il y en a à peu près 3000 sur le territoire français. Et puis, on a des assurés finaux, que ce soit des chefs d'entreprise ou des particuliers. Et donc, on s'est dit, cet outil-là ne doit pas être réservé à nos équipes, à nos juristes. On doit aussi le mettre à disposition de nos assurés. Donc, quand ils vont sur leur espace, ils ont un bouton qui est dédié à ces questionnements juridiques. Alors, jusqu'à présent, on leur mettait à disposition des fiches juridiques qui étaient bien faites et qui pouvaient déjà faire remplir leurs fonctions, et puis des démarches d'assistance. Mais très vite, dès que l'IA générative est sortie, on s'est rapproché d'un partenaire techno, pour le coup, qui nous a aidé à l'embarquer dès que c'est sorti. On s'est dit, voilà, il faut qu'on y aille. On saute dans la piscine, on ne sait pas très bien nager, mais on va sauter dans la piscine et on va apprendre à nager petit à petit. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, on a fait preuve de cette audace-là. Alors après, on parlera tout à l'heure des garde-fous, parce qu'effectivement, il en faut, bien évidemment. Mais en tout cas, on a voulu mettre cet outil à leur disposition aussi. Et très concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Quand on a un assuré qui appelle, il va évidemment tomber tout de suite sur un juriste qui, lui, va pouvoir interroger le bot très rapidement
et le bot va le mettre sur la piste. Donc un juriste un peu aguerri, il sait très bien si la réponse est bonne ou pas bonne. Mais en tout cas, s'il a des doutes, au moins ça va le mettre sur la piste. Et il peut, en direct, immédiatement renseigner l'assuré, ce qui est quand même bien, là où avant, il fallait, s'il n'était pas sûr de la réponse, il fallait qu'il fasse la recherche, qu'il rappelle l'assuré. C'était quand même une expérience client un peu moins fluide. Donc aujourd'hui, on a cette possibilité-là de le renseigner en direct. Et puis, encore une fois, je pense que l'IA générative, ça n'est pas la vérité révélée. Il faut s'assurer, il faut superviser l'outil. Et donc s'assurer qu'on ne dit pas de bêtises, surtout dans le domaine du droit, on pourrait le dire dans le domaine de la médecine a fortiori, mais dans le domaine du droit, il faut essayer d'éviter de dire des bêtises. Donc si on a des doutes, on va aller chercher le texte qui a été cité par l'IA, parce que, encore une fois, dans la façon dont on a construit l'outil, ça produit une information et un chemin vers le texte. On va aller sur le texte et vérifier tout de suite si c'est bien celui qui s'applique à la situation qui nous a été donnée. Donc on a cet outil à destination donc, de la population interne. On l'a mis à la disposition aussi de nos courtiers, des prestataires avec lesquels on travaille, qui s'en disent très satisfaits. Ils disent mais là il faut en faire quelque chose, moi j'ai des clients qui pourraient être intéressés par ça. Donc on bascule un peu de la dimension assurantielle vers la dimension pure service. Donc ça c'est intéressant. Et puis donc évidemment l'assuré final qui, comme je vous le disais tout à l'heure, il va sur son espace, il pose la question, puis après c'est une architecture d'IA générative, alors en l'occurrence ChatGPT, mais demain ce sera peut-être autre chose, mais en tout cas c'est ce qui permet de générer en direct du texte, et puis l'enjeu effectivement demain c'est de passer du texte à la voix et de la voix au texte pour qu'il puisse lui aussi avoir la réponse via l'oreille si jamais c'est ce qui lui convient. Donc voilà un petit peu rapidement décrite ce schéma. Donc pour résumer, une architecture d'IA générative, des couches des sources officielles du droit français et des sources de droit privé. Ce qui permet de cadrer la réponse et de la cadrer sur la base de textes juridiques et de ceux qui régissent notre société. Donc on a cadré la réponse, c'est pas tout l'environnement de ChatGPT, et ce qui permet d'être plus rapidement précis et d'aller vers la bonne information. Donc voilà, et c'est tout ça qu'on essaye d'améliorer petit à petit, mais j'y reviendrai. C'est vrai que moi je confirme, nous aussi pareil, on voit bien que l'IA générative intéresse beaucoup les gens qui débutent ou les agents qui viennent de monter en compétences, et pour eux ça les rassure et ça leur permet d'avoir un premier niveau de réponse. C'est ça. Oui. Et on voit également, bon vous je pense pas que ce soit le cas au niveau des juristes, mais tous les agents qui ont un peu des difficultés avec l'écrit, avec l'orthographe, ChatGPT est vraiment une aide pour eux. C'est parce qu'en fait les fautes d'orthographe disparaissent. La syntaxe devient correcte, enfin c'est quand même vraiment bien, parce que nous, on se doit d'écrire correctement, bien évidemment. Donc, c'est un super assistant. Ça représente très bien la puissance historique de l'IA, c'est la partie langage naturel et NLU et la sémantique. Et cette partie-là de l'IA est très, très puissante et maintenant robuste. Mais après, il faut voir les garde-fous. Et je pense que vous l'avez bien cadré avec votre projet de périmétrer, j'ai envie de dire, l'outil autour vraiment des bases et des structures de texte fiables du droit, qui permet d'avoir un cadre sécuritaire où la réponse forcément qui va être apportée va être plus cohérente, même s'il y a toujours l'expertise du juriste qui vérifie l'information. Et c'est d'autant plus important que là, vous êtes dans un sujet de temps réel. On répond en live et on ne peut pas se tromper, parce que là, c'est l'irritant principal du parcours client. C'est si on se trompe avec de l'IA en direct, c'est la satisfaction, c'est le parcours client. Et là, l'irritant est encore plus important pour la personne en face. On tolère moins bien l'erreur de la machine que l'erreur de l'être humain. On le voit bien en matière de voitures autonomes. En plus, c'est ce que vous disiez, on est dans l'univers de la législation, on est sur du texte vraiment, il n'y a pas une virgule ou un point qui doit changer. Justement, vous nous avez cité un petit peu les sources dans lesquelles le robot puise justement pour générer des réponses. Est-ce qu'il est auto-apprenant ? Est-ce que justement il adapte ses réponses en fonction de ce qui a évolué sur les différentes sources auprès duquel il puise ? Non, là aujourd'hui, on ne peut pas affirmer
affirmer ça, et je ne sais pas si on peut l'affirmer dans quelques domaines de l'IA générative que ce soit. On sait que ces entreprises, que ce soit OpenAI ou d'autres, sont capables de collecter les informations et, le jour venu, le cas échéant, de les réexploiter. Mais on ne peut pas dire qu'une réponse qui a été fournie à un assuré, un autre assuré va pouvoir en bénéficier. Alors là, on n'est pas capable de le dire, enfin, en tout cas moi, je ne prétends pas être connaisseur, mais on n'est pas capable de le dire. Et en effet, l'enjeu, c'est de fiabiliser au maximum les réponses. Et ça, c'est vrai pour nous, assureurs de protection juridique, comme pour tous les juristes de la place, que ce soit des avocats, que ce soit des experts comptables, des éditeurs juridiques. Vraiment, des webinaires, on en a fait les uns les autres. Notre enjeu, c'est la fiabilisation des réponses. Nous, on a une alerte pour nos assurés quand ils viennent sur leur site et qu'ils posent une question. Il y a une alerte qui leur dit ChatGPT peut dire des bêtises. Il faut être honnête et attirer leur attention et leur dire anonymisez, ne mettez pas de nom, ni le vôtre ni celui de la partie adverse. Ne mettez aucune donnée personnelle et pour utiliser correctement l'information, si vous avez besoin de l'utiliser dans le cadre d'une action contentieuse, faites-vous appuyer par un juriste. L'image, je la prends souvent, on ne va pas demander, personne ne peut s'auto-médicamenter. Il faut une ordonnance de médecin pour aller chercher le médicament à la pharmacie, à minima, voir le chirurgien si on doit se faire opérer. On ne va pas s'opérer tout seul. Là, c'est pareil. On a besoin d'un tiers. Et c'est en cela que moi, je demeure optimiste, pour autant qu'on arrive à s'adapter. C'est comme de reconvertir une partie des ressources humaines vers un accompagnement plus qualitatif et vers cette dimension de médiateur, entre guillemets, de vulgarisateur. Voilà, il va falloir expliquer l'information qui a été fournie, trouvée, et la façon de l'exploiter. Parce que finalement, heureusement, on a fait 5-6 ans de droit. Ça ne servait plus à rien, ce serait extrêmement triste. Mais voilà, on a cet enjeu, et on a d'ailleurs à cet égard mobilisé 3 juristes dans l'entreprise qui sont des juristes dits correcteurs et qui ont la charge de corriger les réponses inexactes. C'est-à-dire que chaque juriste, alors pas nos assurés, heureusement, on a circonscrit cette possibilité-là à nos juristes. Ils peuvent dire, si jamais une réponse, ils la jugent inexacte, ou si elle est inexacte, ils mettent un pouce en bas, et à ce moment-là, ils expliquent en quoi elle est, selon eux, inexacte, et ces juristes correcteurs vont vérifier qu'effectivement, elle est inexacte et effectuer les corrections nécessaires. Et pour le coup, là, pour répondre à votre question de tout à l'heure, en effet, les améliorations vont être embarquées dans les réponses futures. Et ça, c'est quelque chose qui va nous être réservé. C'est-à-dire que ça ne va pas profiter à la communauté des internautes. Mais aussi, là, c'est une technologie qui m'échappe un petit peu. Mais malgré tout, on a réussi à cadrer ça pour faire en sorte que ces améliorations, qui sont le fruit de notre talent, de notre sueur, puissent nous être réservées, bien évidemment. Mais tout ça, c'est des enjeux qui sont partagés par tout le monde. Je me permets de rebondir, c'est très important parce que vous nourrissez le parcours de proactivité. Et là, la data science et l'IA historique, c'est ça aussi. Et on a des cas d'usage très parlants dans le domaine aussi de la gestion de sinistres où on vient vérifier que les propositions, que les argumentaires sont corrects. On vérifie avec des pouces, comme vous l'exposez, si c'est bon, si c'est pas bon. Ça vient réapprendre tous ces CRM, toute la partie gestion de base de données pour améliorer en continu le parcours client. Et ça, il faut garder en tête que même ces modèles d'IA génératifs doivent aussi continuer à être améliorés. Et il faut aussi le feedback de nos agents, parce que c'est eux qui peuvent donner cette information. Ouais. Aujourd'hui, la machine n'est pas capable d'elle-même de dire ce que j'ai proposé est bon ou pas. Donc il faut garder en tête cette notion de feedback et de retour d'expérience client, parce que dans l'amélioration continue, c'est primordial. Est-ce qu'on peut imaginer justement des créations de postes, c'est exactement ce que vous disiez Jean-Christophe, de personnes qui vraiment vérifient l'exactitude des informations, corrigent, etc., qui sont vraiment dédiées à ça? Alors, je suis pas expert dans cette partie-là. Je pense qu'il ne faut pas cantonner la personne à juste du contrôle. Je pense que dans votre domaine, il y a une vraie expertise qu'on a acquis avec les années de formation, d'expérience. Il faut aussi que l'humain garde la proactivité, l'expertise, et pas uniquement le contrôle, qui reste finalement une tâche, on pourrait dire, basique. Il faut arriver à faire la part des choses entre les deux. Créer un équilibre. Complètement. Okay. Mais je pense que
assez probablement, de nouveaux métiers vont être créés, comme à chaque révolution industrielle ou technologique, de nouveaux métiers sont apparus. Celui-là en sera peut-être un. On parlera peut-être tout à l'heure aussi de l'art du prompt et de comment apprendre à bien poser les questions. Et je pense que la question de la qualité de la requête va être essentielle. On va former des gens demain au prompt engineering pour savoir comment bien émettre une requête. Plus votre requête, votre question sera qualitative, enrichie de vos propres connaissances et des connaissances que vous allez pouvoir aller chercher à l'extérieur. Donc il faudra vraiment mobiliser sa matière grise, pour le coup, et on ne va pas abandonner justement notre intelligence. Au contraire, je pense qu'on va, me semble-t-il, la positionner sur les bons sujets et pouvoir vraiment aller chercher dans sa base de connaissances, comme je le disais, ou alors dans d'autres bases de connaissances pour enrichir la question. Et plus votre question sera riche, qualitative, plus vous allez obtenir, que ce soit un texte, que ce soit une image, extrêmement originale et tout à fait créative. La création, ce qu'on va voir à devenir sous nos yeux, c'est quelque chose d'inédit, qui va être tout à fait spécifique. Donc ça, c'est quand même quelque chose, me semble-t-il, très intéressant, même si je ne suis absolument pas ébloui, mais malgré tout, on doit quand même être capable de s'étonner devant cette technologie qui est quand même assez formidable. Alors justement, vous parliez de prompt, je rebondis là-dessus. Comment ça se passe aujourd'hui en fait ? Est-ce qu'il faut une requête, une phrase très bien rédigée avec tous les mots-clés, ou est-ce qu'on peut mettre juste des mots-clés ? Comment ça se passe exactement ? Ah oui, mais là aussi, c'est tout l'enjeu. La grande vertu, la grande force de l'intelligence artificielle générative, c'est que, quel que soit le domaine, le profane peut poser avec ses mots à lui, avec sa syntaxe à lui, avec ses erreurs, ses fautes d'orthographe. Là où avant, enfin encore aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on n'a pas abandonné tout ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire nous, nos juristes utilisent des bases de données juridiques, des éditeurs juridiques, où il est indispensable d'être formé, d'être juriste pour savoir trouver les bons mots-clés. Bien prompter. Mais les mots-clés vont être essentiels dans la recherche juridique. Si vous ne savez pas correctement qualifier votre problématique juridique, votre dictionnaire permanent, que ce soit Dalloz, édition législative, LexisNexis, qui que ce soit, eh bien vous n'allez pas obtenir la réponse. Avec l'IA générative, vous pouvez vous exprimer dans un langage relativement fruste, eh bien vous allez possiblement quand même obtenir une information. Et c'est assez bluffant de voir que globalement, c'est plutôt des bonnes réponses. Il y en a qui sont déconnantes, parce que l'IA répond. Quoi qu'il en soit. La manière comment elle a été créée. Il faut une réponse. Et bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, quand vous avez fait 5 ans de droit, vous allez poser une meilleure question que le profane, évidemment, et vous obtiendrez donc, par conséquent, une meilleure réponse. Et c'est ça qui va être intéressant demain, c'est d'apprendre à nos équipes, on est déjà en train de réfléchir à des parcours de formation, pour apprendre à bien prompter, à correctement prompter. Et ce sera ça l'enjeu de l'obtention d'une réponse plus fine, meilleure, plus fiable, voilà, c'est plus exploitable. Un nouveau verbe, prompter, du coup. Ah mais, non mais c'est sûr, il n'est pas dans le dico, mais il va l'être probablement à la fin de l'année. J'imagine. Possiblement. J'en doute pas. Oui. Un mot sur la gouvernance des données, Jean-Christophe. Comment ça se passe à ce sujet-là ? Parce que c'est un vrai sujet aussi, pour le coup, quand on parle d'IA générative. On en a un petit peu parlé on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Je crois qu'il faut mettre des alertes, attirer l'attention de nos assurés pour leur dire non, ne mettez aucune donnée, anonymisez tout ce que vous faites. Mais encore une fois, on s'est entouré des conseils des meilleurs avocats de la place. Il n'y en a pas beaucoup qui sont spécialisés dans le domaine, mais il y en a quelques-uns qui le sont. Et ils nous disent qu'ils n'ont aujourd'hui pas toutes les réponses. Les meilleurs spécialistes de l'intelligence artificielle générative, je lisais encore des articles ce matin, eh bien, ils disent on est dans un flou juridique que n'aura pas purgé complètement l'IA Act. On ne sait pas ce que va advenir la procédure judiciaire lancée par le New York Times contre OpenAI en fin d'année. D'ailleurs, OpenAI a contre-attaqué et a attaqué le New York Times en disant « vous êtes mal servi de ChatGPT, donc je vous attaque ». Et c'est aussi, effectivement, les décisions de justice qui vont nous dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Est-ce que là, on aspire des données ? Parce qu'il y a les données dont on se sert pour nourrir la réponse, et il y a aussi les données en sortie
dans les conditions générales d'OpenAI, il est dit que ces données de sortie appartiennent à l'internaute. Mais en réalité, juridiquement, OpenAI transfère la propriété de quelque chose qui ne lui appartient pas, ce qui est quand même pas banal. Donc on s'aperçoit que là, ils se sont protégés juridiquement, mais en réalité, ça ne les met pas à l'abri d'une action contentieuse, celle du New York Times, qui considère qu'ils se sont fait aspirer leur copyright dans des proportions très considérables. Et peut-être que ce sera ça, la décision de jurisprudence, c'est le fait d'avoir aspiré des millions de données. Quand vous en aspirez un petit peu, c'est jouable, mais autant, non. Et quand vous les régurgitez de façon mimétique, c'est là peut-être que ça va déconner. En revanche, si vous créez quelque chose de nouveau à partir de la donnée, à ce moment-là, on pourra peut-être considérer que l'œuvre est originale. Donc, vous voyez, il y a des flous juridiques qui vont petit à petit être traités par la jurisprudence, à minima, et demain, certainement, par de nouvelles réglementations. On en est là. Vous avez par ailleurs déployé un autre outil basé sur l'IA également pour calculer le montant des indemnités. Oui, c'est vrai qu'on s'est intéressé à l'intelligence artificielle avant ChatGPT, puisque ça, ce dont vous parlez, Claire, c'est de l'intelligence artificielle traditionnelle, si on peut dire, que l'on a embarqué dans certaines de nos équipes depuis près de 2 ans maintenant, notamment une équipe qui est spécialisée dans les dossiers de préjudice corporel. Et donc, cette IA permet, sur la base d'un rapport d'expert médical, si vous avez subi un accident avec un responsable, vous subissez un certain nombre de préjudices. Donc, l'expert médical va renseigner tous les postes de préjudice qui sont les vôtres, en indiquant, sur une échelle de 0 à 7, à quel niveau vous vous situez, en face de quoi il y a une somme d'argent qui vous sera versée par la compagnie d'assurance adverse. Et là où, jusqu'à présent, nos équipes utilisaient Excel pour effectuer ces calculs et aller chercher la jurisprudence la plus approchante du cas d'espèce, ce qui leur prenait 3-4 heures pour un dossier, pour effectuer tout ce travail de calcul, pour rédiger le courrier de mise en cause de la compagnie d'assurance adverse, de celle du responsable. Eh bien là, maintenant que les équipes sont rodées, c'est quelques minutes. Vous intégrez les chiffres qui figurent dans le rapport d'expertise. Vous obtenez en temps réel un texte, un rapport que vous pouvez customiser à l'envi et que vous pouvez commenter en direct avec votre assuré en disant, vous voyez, vous pouvez faire jouer là aussi le curseur en disant, là vous avez 50% de chance d'obtenir telle somme en face de tel préjudice. Si vous voulez obtenir plus, vous voyez, vous n'avez plus que 20% de chance de l'obtenir à l'amiable. Donc, on va vraiment jouer avec des logiques temporelles. Est-ce que vous êtes pressé? Est-ce que vous voulez obtenir une solution très vite, quitte à obtenir un peu moins? Ou alors, est-ce que vous voulez obtenir le maximum? Et ça, en direct avec notre assuré, on peut lui montrer ces courbes et jouer avec ça, si on peut dire, et en tout cas, lui permettre, lui, de prendre la décision la plus éclairée possible. Parce qu'encore une fois, et heureusement, ce n'est pas l'IA qui décide, c'est bien au final l'être humain, et en l'occurrence l'assuré, qui doit dire « je suis OK pour ça, j'ai bien compris ». Et grâce à ça, on peut, je dirais, éclairer sa décision. Et donc, la start-up qui travaille avec nous sur cet outil-là, qui a conçu cet outil-là, c'est un ancien magistrat et un mathématicien, mais des gens, c'est pas du tout des jeunes, si je puis dire, c'est des gens qui ont dépassé la soixantaine, qui ont créé cet outil. Et c'est assez bluffant. Mais en même temps, c'est du travail, parce que chaque décision de cour d'appel est embarquée et actualisée, ce qui fait qu'on a de plus en plus de décisions, et on sait parfaitement bien, pour résumer un peu le propos, se placer dans la tête du juge de la cour d'appel de Toulouse, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il va allouer à l'assuré. Et on s'est aperçu, et c'est là que c'est intéressant, c'est que évidemment, on obtient satisfaction plus vite parce qu'il n'y a pas d'aller-retour avec la compagnie d'assurance de responsabilité civile. Elle a vu qu'on avait vraiment bien documenté notre approche, que les décisions de jurisprudence étaient les meilleures possibles. Par conséquent, ils n'ergotent pas, ou en tout cas moins, et il y a moins d'aller-retour. Et là où il fallait parfois 1 an pour obtenir une décision, parfois plus, eh bien là, en quelques mois, on obtient satisfaction, et on s'est aperçu que la moyenne des indemnisations était plutôt plus élevé qu'avant. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qu'on a dupliqué avec un peu moins de succès, mais qui s'explique pour le droit social et pour le calcul des indemnités de licenciement.
on a un chef d'entreprise, c'est arrivé très fréquemment, des cas d'usage, on en a. Le chef d'entreprise nous dit, ben voilà, si je procède à ce licenciement, qu'est-ce que je risque? Et donc là aussi, on renseigne tout un tas d'informations sur l'employé et on est capable de savoir, parce qu'aujourd'hui, avec les barèmes Macron, avec un peu plus de sécurité juridique, on sait combien il peut espérer perdre devant telle ou telle juridiction, et donc il fait le choix d'y aller ou pas. Et on s'est aperçu que des fois, il dit non, mais là, ok, je lâche, parce que de toute façon, ça n'a pas d'intérêt de résister, ou alors je résiste, ainsi de suite. Donc là encore, c'est un outil pour vraiment quantifier les indemnités, ce qui n'obère pas le maintien du libre arbitre, puisque au final, on peut dire, ben non, moi je ne veux pas payer, je ne suis pas prêt à payer. Je sais que potentiellement je payerai plus si on va devant le juge, mais tant pis, je préfère résister pour des raisons qui m'appartiennent. Donc voilà, c'est ça aussi l'usage de l'intelligence artificielle, et avec des rapports qui sont produits, qui sont de grande qualité, avec des courbes, des camemberts, ce que vous voulez, et ça vous permet d'illustrer le propos et de produire de la valeur. C'est vraiment créateur de valeur. Les avocats s'en servent beaucoup, par exemple, en matière de prestations compensatoires. Aujourd'hui, des avocats spécialisés dans le droit de la famille utilisent beaucoup, enfin, un certain nombre utilisent ça et ils ne reviendraient plus en arrière. Et là, je peux vous assurer que nos équipes en interne ne reviendraient plus en arrière. Oui, du coup, un dernier point sur justement le retour de vos équipes à ce sujet, parce que c'est quand même du coup eux qui les utilisent, et j'imagine que vous avez de leur part un retour d'expérience déjà maintenant. Ah bah oui, près de 2 ans maintenant, effectivement, et il est celui que je viens de vous dire, hein, donc c'est quelque chose avec quoi elles doivent travailler désormais. Elles ne peuvent plus, ces équipes-là, s'en passer, mais c'est normal. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur un dossier, ça peut être des économies qui se calculent en heures. Et en moyenne, ceux qui utilisent beaucoup aussi l'IA générative, donc Adélia dont on parlait tout à l'heure, ça peut être entre 1 heure et 2 heures d'économiser chaque jour. Et du temps que vous allez investir dans la relation. Parce que là aussi, ce que vous avez très bien décrit, on va pouvoir utiliser aussi demain des outils qui vont permettre d'accélérer le temps administratif, de réduire le temps administratif, le temps des mails et tout ça. Et ce temps-là, il va être investi dans la relation, parce qu'une fois qu'on a renseigné la base de données, parce qu'il faut produire de la donnée aussi, hein, bien évidemment, et de la donnée de qualité, ça aspire de l'énergie. Et bien demain, cette énergie-là, elle sera consacrée à la relation en elle-même, à la recherche de la vraie problématique, qu'est-ce qui fait problème, en intégrant la question des émotions, puisque quand on fait de la communication non violente et de la médiation, on sait à quel point les émotions sont mobilisables. Et comment est-ce qu'il faut transformer l'agressivité dans un litige pour en faire quelque chose de plutôt positif. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et là, l'IA, elle n'est encore pas tout à fait capable elle peut nous donner des indications sur l'humeur de notre assuré ou de la partie adverse, ça c'est sûr. Et ça peut être très, très utile. Mais dans la mise en œuvre de ce travail-là, dans la capacité à poser en temps réel les bonnes questions pour savoir ce que les gens au fond du ventre, est-ce qu'ils veulent vraiment, ça, il faut quand même un être humain. Et puis derrière, ça va être, voilà, allez, on se fixe sur cette stratégie-là, on va mettre ça en place. Et c'est ce qui peut nous espérer trouver une solution rapide, amiable. Et dans le cas d'une entreprise, de pouvoir conserver des relations avec le fournisseur ou avec lequel on était en bisbille, et alors qu'un procès, souvent, ça condamne quand même la relation, hein, souvent. Et c'est dommage, alors que peut-être c'est des histoires de malentendus. Et donc, il faut mettre du temps là-dedans. Il faut passer du temps à essayer de comprendre ce qui fait problème. Et c'est pas toujours le droit qui fait problème, c'est la relation. Il y a eu un truc qui s'est pas bien passé, mais en réalité, il faut aller le chercher. Et le droit n'est pas la seule réponse. Donc, il faut que l'être humain trouve toute sa place, ou retrouve encore plus de place grâce à l'IA, pour aller chercher toute cette émotion. Alors Frédéric, comme on peut le voir, l'IA générative permet de rendre service, faciliter la vie des équipes, des clients finaux, etc. Toutefois, l'innovation, elle n'est pas adaptée à tous les cas d'usage selon vous. Oui, en fait, nous, Eloquent, on a quand même une mission RSE qui est importante. On essaye en fait d'avoir de l'innovation utile. Et ça, c'est vraiment important, l'innovation utile. Pas faire de l'innovation pour de l'innovation, parce que c'est vrai que, vous l'avez bien dit, on peut très bien utiliser ChatGPT pour tout ce qu'on veut faire. Le tout, en fait, c'est de se dire quel est le coût humain
le coût financier et le coût écologique. Nous, on est parfois à se dire, il vaut mieux faire du low-tech. Du low-tech, en fait, c'est des solutions qui sont beaucoup plus économes en termes d'énergie, en termes de mise en place et même de coûts. Par exemple, au lieu d'utiliser ChatGPT pour un callbot, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle le SVI visuel, c'est-à-dire que la personne va appeler au téléphone, on va lui proposer de recevoir un SMS et elle va aller sur une interface optimisée et va le faire sa demande. Par exemple, une demande de mot de passe, comme on disait tout à l'heure, le faire au téléphone, c'est peut-être pas la meilleure solution. Il vaut mieux qu'on lui donne une interface avec un lien dédié qui lui permet de réinitialiser son mot de passe et entrer sur son compte. Et ça, en fait, c'est quelques jours de projet contre quelques dizaines de jours pour un callbot. Le coût écologique, entre 5 et 50 prompts de ChatGPT, ça vaut un demi-litre d'eau. Donc un demi-litre d'eau, c'est quand même beaucoup. Il y a certains pays ou régions, même aux États-Unis, ils disent on ne veut plus de serveurs parce qu'en fait, on veut soit donner à boire aux serveurs, soit donner à boire à nos citoyens. Donc en fait, il faut vraiment réfléchir là-dessus. Donc l'IA générative, oui, bien sûr, mais au bon endroit et pour la bonne chose. Alors justement, ça va rejoindre ma question, ma dernière question, c'est quels conseils on peut donner aux entreprises qui veulent se lancer dans ce genre de projet sur l'IA générative? Bon, déjà, de ce que j'ai compris, vraiment réfléchir aux besoins et au fait, il faut que ce soit utile véritablement, et que ça puisse être traité par l'IA générative et pas par autre chose. Bien sûr, de c'est prime ce abord. que vous disiez, le besoin est vraiment à définir et c'est ce qu'il faut comprendre avant de lancer un projet. Aujourd'hui, nous, chez Majorel, l'innovation et la transformation, on est plutôt dans une optique de proof of concept, of proof of value, avant une vraie mise en production exponentielle. L'idée, c'est de trouver des projets où on peut mesurer déjà des ROI, quantifier des gains potentiels avant de mettre un investissement dans une technologie. Il faut bien définir le périmètre, le besoin. Après, ensuite, effectivement, de mon point de vue de data scientist analytique, il y a un vrai enjeu sur la qualité de la donnée. Tous ces projets sont vraiment au cœur la donnée est au cœur de ces projets. Il faut une qualité de données propre et on a échangé tout à l'heure sur les prompts. Aujourd'hui, l'aspect prompt est très important pour poser la bonne question, mais si la donnée derrière qui doit répondre à ces questions n'est pas de qualité, la qualité de la réponse sera fausse ou mauvaise. Et c'est là aujourd'hui, la limite de l'IA générative. C'est qu'on peut quand même mettre des curseurs sur ces modèles. On peut changer les degrés de sécurité, de réponse. C'est des approches probabilistes, c'est-à-dire qu'on va vous apporter une réponse qui plus ou moins répond à la demande initiale. Donc, il faut avoir ces enjeux en tête. On peut mettre un curseur sur la qualité de la réponse. La data est au cœur du processus pour le parcours client, les irritants du parcours. On cherche toujours à répondre à la satisfaction de l'assuré final ou des personnes. Et puis j'ai envie de dire, ne pas forcément chercher à accélérer trop vite. Voilà, choisir des bons projets, timer dans le temps avec des mesures à la fin de projet. Les gains, on parlait de gains en termes d'heures de production, ça c'est un premier aspect. Il y a des gains financiers à aller chercher avant de partir sur des approches très industrialisées de ces solutions qui sont coûteuses en énergie. Choisissons bien les projets, mesurons les ROI. Et effectivement, il y a de beaux cas d'usage à mettre en place, mais il faut cibler le bon périmètre. Très bien. Écoutez, messieurs, je vous remercie infiniment pour vos éclairages. Et moi, je vous retrouve dans un prochain épisode où on parlera gestion de projets autour de la relation client et de l'expérience client. À très bientôt. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci Claire.